Bien, bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, nous avions achevé le troisième point de notre plan en examinant donc des différents manuels, handbooks de sémantique. Et donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer, l'étude plus traditionnelle des sémantiques spécifiques. Donc on va commencer par travailler sur la sémantique grammaticale, pendant cette séance et peut-être 2-3 autres après, et on terminera le semestre avec la sémantique grammaticale à partir de l'œuvre de Gustave Guillaume, dont je parlerai d'ailleurs incidemment aujourd'hui, mais sur lequel on reviendra plus tard. Donc éléments de sémantique lexicale. On va traiter cette question de la façon suivante. D'abord, je vais rappeler rapidement le fait qu'entre mots grammaticaux, mots lexicaux, il y a quand même une frontière qui n'est pas aussi nette que ce que l'on croit parfois. Bien sûr, il faudra qu'on définisse l'unité lexicale, le mot lexical ou l'unité lexicale. On verra quel est l'enjeu de parler d'unité lexicale plutôt que de mot lexical. On examinera les composants de l'unité lexicale, et puis à quoi elle sert, et ça nous amènera à réfléchir à la notion de catégorie et de catégorisation, parce qu'on verra qu'un des rôles essentiels de l'unité lexicale, c'est de catégoriser, c'est-à-dire de pouvoir véhiculer des concepts qui nous permettent de catégoriser le monde, de nommer les choses. En nommant les choses, on catégorise le monde, d'une certaine façon. Et enfin, on examinera la formation de l'unité lexicale. On traitera aussi de la question de la polysémie à l'intérieur de l'analyse des composants de l'unité lexicale. Et puis donc la formation, c'est-à-dire tout ce qui est les phénomènes de préfixation, suffixation, non composés, etc. Alors, je commence donc avec ce premier point sur sémantique lexicale et sémantique grammaticale. Donc traditionnellement, c'est pas juste traditionnel, c'est aussi quelque chose d'assez prototypique. La sémantique lexicale, c'est la sémantique des mots lexicaux, et parmi les 8 parties du discours, il y a 4 mots qui sont dits lexicaux: les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes. Et puis les autres types de mots ou morphèmes qui relèvent de la sémantique grammaticale. Donc des mots grammaticaux ou des morphèmes grammaticaux. Déterminants, conjonction, pronom, préposition pour les 8 parties du discours, si on ajoute les 4 parties du discours lexical. Et puis ensuite, donc, on peut ajouter les morphèmes flexionnels et les morphèmes dérivationnels. Donc morphèmes flexionnels, ce sont les marques de genre, de nombre, par exemple. Et morphèmes dérivationnels, ce sont les préfixes, les suffixes, on reviendra là-dessus après. Alors, cette distinction, elle est juste globalement, mais il y a des cas limites, beaucoup de cas limites. Alors, par exemple, pour les noms, d'accord, les noms sont en principe des mots lexicaux, mais il y a toutes sortes de cas dans lesquels les noms sont grammaticalisés. Alors il y a des cas comme pas, qui à l'origine, mais ça c'est un phénomène de grammaticalisation historique. À l'origine, pas qu'on trouve dans la négation ne pas, ça désigne un pas, le fait de faire un pas. Et petit à petit, le mot a été grammaticalisé et c'est devenu un adverbe de négation. Mais il y a d'autres situations qui sont un peu l'inverse de celles qu'on examinera tout à l'heure. Si vous prenez, côté, par exemple, le côté, c'est un nom, c'est un mot lexical. Mais si vous dites à côté de, tout d'un coup, ça devient une locution prépositionnelle. Donc il y a des phénomènes de grammaticalisation, des noms deviennent des éléments de morphèmes grammaticaux.
Les verbes, oui, sont des verbes. Les verbes, pardon, oui, sont des mots lexicaux, comme, je ne sais pas, courir, marcher, regarder, penser. Mais quand vous prenez les auxiliaires, par exemple, le verbe être dans il est sorti, est-ce que c'est encore un verbe à propos? Est-ce que c'est encore un mot lexical? C'est un verbe, c'est sûr. Mais est-ce que c'est encore un mot lexical? Non. Hein. Il est clair que le verbe être dans il est sorti n'est plus un mot lexical. Pourtant, c'est bien un adverbe. C'est bien un verbe, pardon. C'est bien un verbe, mais ça n'est plus un mot lexical. Même chose pour d'autres verbes qui peuvent avoir des fonctionnements d'auxiliaire. Avoir, bon, d'accord, si je dis j'ai une voiture, avoir au sens de posséder, c'est un mot lexical. Mais si vous considérez le verbe avoir dans la conjugaison du passé composé, il a mangé, bon, avoir est un mot grammatical. Hein. Donc les verbes peuvent osciller entre le sens grammatical, le sens lexical. Le sens grammatical et le sens lexical. Faire ou aller, c'est la même chose. Aller, il va partir, ça n'a rien à voir avec l'idée d'aller au sens lexical. Bon. Alors, pour les adjectifs, c'est la même chose. Il y a des adjectifs qui ont un sens quasiment grammatical, hein, comme autre, par exemple, un autre problème, disons. Ou alors les ordinaux, hein, deuxième, troisième, etc., qui ont un sens plus grammatical que lexical. Les adverbes, bon, si on prend les adverbes en ment, comme lentement, rapidement, etc., ces adverbes sont bien des mots lexicaux. Hein, lentement, d'une manière lente, rapidement, de manière rapide. Mais si vous prenez des adverbes d'intensité, si, très, ce ne sont plus vraiment des mots lexicaux, ce sont des mots grammaticaux. Donc, on a une frontière un peu poreuse quand même entre les mots lexicaux et les mots grammaticaux, au sens où les mots lexicaux peuvent avoir des emplois comme mots grammaticaux. Mais ça n'empêche pas qu'au départ, ils sont quand même des mots lexicaux. Hein. Donc, ça rejoint, enfin, disons, cette question peut être envisagée sous l'angle de l'opposition entre langue et discours. Hein. En langue, certains mots sont des lexicaux et en discours, ils fonctionnent comme mots grammaticaux. Et puis, on a la chose un peu inverse avec la sémantique grammaticale. Les déterminants. Oui, les déterminants, le dans le chat, mon dans mon chapeau, sont des mots grammaticaux. Mais vous avez ce qu'on appelle des déterminants complexes, comme une foule de, un groupe de, une troupe de, qui sont des déterminants, mais qui contiennent un nom lexical quand même. Donc, est-ce qu'ils sont encore complètement, purement grammaticaux? C'est difficile à dire. Même chose pour les locutions conjonctives, par exemple. À condition que, il y a le mot condition qui est lexical, mais on a la locution conjonctive à condition que. Dans le cas des pronoms, bien sûr, les pronoms sont des mots grammaticaux, hein, mais ils peuvent devenir des noyaux de groupes nominaux, comme quand on dit le moi, le je, etc. Donc là aussi, ça les oriente, alors, si, ça les oriente quand même du côté du mot lexical. Les prépositions, avec les prépositions, on a le même genre de problème qu'avec les conjonctions. On a des prépositions comme à ou de qui sont d'authentiques mots grammaticaux, mais dès que vous êtes au sein de, au cœur de, au milieu de, vous avez des mots comme cœur, milieu, qui sont des noms lexicaux. Donc, on n'a pas tellement, enfin, je veux dire, on a là aussi un problème de frontière entre le grammatical et le lexical. Pour les morphèmes flexionnels, genre, nombre, temps verbaux, ça, il n'y a pas de problème, hein, ça, c'est uniquement grammatical. Et les morphèmes dérivationnels, parfois, on peut avoir des préfixes ou des mots qui deviennent des préfixes. Il peut y avoir quelques cas frontières aussi. Bon, donc, ce que je veux dire là par ce préambule sur la frontière entre les mots lexicaux et les mots grammaticaux, c'est qu'il y a bien il y a bien un contraste. Hein. Ça n'est pas, si vous voulez, je ne suis pas en train de déconstruire l'opposition entre les mots lexicaux et les mots grammaticaux. Il y a bien des mots plutôt, mais il faudrait dire des mots plutôt lexicaux et des mots plutôt grammaticaux.
Alors, il y a quand même parce qu'il y a quand même des propriétés, si vous voulez. Il y a une première opposition entre mots lexicaux et mots grammaticaux qui repose sur le fait de savoir si l'inventaire est clos ou limité. Bon. Les mots grammaticaux, en principe, l'inventaire est clos. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne pouvez pas inventer de nouveaux déterminants, de nouvelles prépositions, etc. Alors, sauf évidemment si vous intégrez l'élocution. Mais bon, parce qu'on peut toujours imaginer des nouvelles locutions. Mais quand même, les mots grammaticaux de base sont en un inventaire clos, alors que les mots lexicaux, on peut en inventer. Il y a des mots nouveaux, des verbes nouveaux. Je ne sais pas moi, chatter par exemple, ou googliser, voilà, qui sont des verbes d'apparition récente. Il n'y a pas de limite. On peut inventer autant de verbes, de noms, d'adjectifs qu'on veut, même d'adverbes. Par contre, inventer des déterminants, des prépositions, etc., ça évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Par ailleurs, il y a une opposition qui repose sur la nature du sens véhiculé par les mots lexicaux et les mots grammaticaux. Les mots grammaticaux ont un sens qui est évidemment, on pourrait dire abstrait. Alors, ce sont des mots-outils. Donc, par exemple, si vous prenez l'article, dans le chat, j'ai déjà fait cette remarque avec vous. Quel est le sens de dans le chat? C'est extrêmement difficile à dire, parce que le est donc un mot-outil. Alors, techniquement, certains linguistes vont parler vont dire qu'ils sont sémantiquement vides, par opposition à un mot comme chaise ou table, qui eux sont sémantiquement pleins. Mais bon, sémantiquement vide, c'est un peu exagéré, parce que ça véhicule quand même du sens, les mots grammaticaux. Mais c'est un sens plus abstrait, on pourrait dire plus léger, plus subduit, la subduction étant un terme qui vient de la linguistique guillaumienne. Et subduit, ça veut un peu dire évidé sémantiquement. Ils sont un peu vidés de leur substance sémantique descriptive. C'est le cas, par exemple, avec un mot comme pas. Vous voyez, le mot comme pas qui désigne un pas et qui a évolué petit à petit vers la négation, eh bien, on voit bien que son sens plein de pas, c'est un peu vidé, et pour qu'il devienne un mot grammatical. Même chose pour, tout à l'heure, je prenais l'exemple de avoir. Entre avoir possédé au sens de posséder et avoir au sens de l'auxiliaire, il a mangé, eh bien, vous avez là aussi un phénomène qu'on appelle donc de subduction, qui est d'abstraction du sens. Bon, donc c'est une autre opposition entre mots lexicaux, mots grammaticaux. Les mots lexicaux sont pleins, ils sont non subduits, alors que les mots grammaticaux sont sémantiquement légers ou subduits. Et puis l'autre précision qu'on peut donner sur le contenu sémantique des mots grammaticaux et des mots lexicaux, c'est que les mots grammaticaux donnent des instructions, simplement des instructions pour utiliser les mots grammaticaux, les mots lexicaux. Les mots grammaticaux, je répète, donnent des instructions pour utiliser les mots lexicaux. Ils ont donc un sens qu'on appelle instructionnel, alors que les mots lexicaux sont des unités qui ont un sens référentiel, ça décrit. Il y a un sens descriptif. Une table, on peut décrire ce que c'est, enfin bref. Mais par ailleurs, ce caractère descriptif fait des mots lexicaux des mots aussi qui sont autonomes, référentiellement. Alors que les mots grammaticaux, seuls, ils n'ont pas tellement d'intérêt, puisque comme leur rôle, c'est d'indiquer des instructions sur l'emploi des mots lexicaux, ils sont... Oula. Comme leur rôle, c'est d'indiquer des relations entre les mots lexicaux, ils ne sont pas autonomes. Donc, vous voyez, il y a quand même des propriétés un peu stables qui différencient les mots grammaticaux des mots lexicaux. Bon, il y a parfois des mots lexicaux qui ont un sens un peu instructionnel, mais ça, passons sur ce détail. Alors, je vous donne deux citations de Bernard Victory, qui a écrit un article dans lequel il aborde
ce sujet. Vous voyez, un article intitulé « Le sens grammatical » dans Langage 1999. C'est un article que vous pouvez trouver à partir de l'ENT, hein, sur Kern. Voici ce qu'il dit, hein, en prenant l'exemple du mot « bien », qui est un adverbe. Bon, il n'y a pas de doute, c'est un adverbe. Mais est-ce que c'est un mot grammatical ou un mot lexical? Vous allez voir que l'argumentation de Victory, c'est de dire que ça dépend des emplois. Hein, bien sûr, on ne peut qu'être d'accord. Dans le cas de bien, par exemple, ce découpage entre le lexical et le grammatical ne correspond pas à une classification sur une base sémantique. On ne peut pas faire une sorte, enfin, selon lui, on ne peut pas faire une description sémantique qui rendrait compte du fait que dans certains cas c'est grammatical, dans l'autre cas c'est lexical. On aurait plutôt tendance à opposer du côté lexical la valeur de possession. Donc quand on dit un bien, alors là, à ce moment-là, ça n'est plus l'adverbe, ça devient un nom, hein, de satisfaction, cela fait du bien, et la valeur éthique qu'on retrouve aussi bien dans le nom, faire le bien, l'adjectif, c'est un type bien, et certains emplois adverbiaux, il s'est très bien comporté. Donc, tous ces emplois de bien, qu'ils soient adverbiaux ou lexicaux, renverraient à du sens lexical. Mais on aurait un sens grammatical dans le cas du renforcement d'une assertion, c'est bien son écriture, au sens de c'est effectivement son écriture, de la concession, hein, j'écrirais bien, mais voilà. Alors, on a donc là un exemple intéressant qui permet de constater qu'un même mot, selon son emploi, il va avoir un sens plutôt lexical ou plutôt grammatical. On comprend bien pourquoi pourquoi on a le sens lexical selon Victory dans les premiers exemples, parce que bien est rapporté dans tous ces exemples qu'il indique là comme étant des valeurs plutôt lexicales. L'idée de bien est rapportée à quelque chose d'effectivement de positif moralement. Hein. Y a vraiment un contenu. Donc faire le bien, ça fait du bien. Un type bien, faire le bien. Il s'est bien comporté, hein, c'est une certaine façon de se comporter, etc., qui renvoie à quelque chose, une idée morale qui est véhiculée par le bien. Alors que quand on dit c'est bien son écriture, pour dire c'est effectivement son écriture, cette valeur morale de bien, elle a complètement disparu. Hein. Bon. Mais on a quand même quelque chose qui n'est pas purement grammatical, peut-être. Bon. Deuxième citation qui poursuit la réflexion en posant deux principes. Premier principe, toujours donc dans cet article de Victory, je cite, la distinction lexicale grammaticale n'est pas une propriété binaire, mais plutôt un gradient le long d'un continuum. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a du plus ou moins lexical, du plus ou moins grammatical. En donner une bonne définition, donc de cette distinction, ne consiste pas forcément à privilégier l'un des critères possibles de manière à fixer une frontière précise dans ce continuum. Au contraire, une bonne définition doit rendre compte du caractère graduel de cette propriété, hein, le caractère graduel de cette propriété, et expliquer pourquoi toute dichotomie comporte inévitablement une part d'arbitraire. Donc, il y a dans le cas de cette opposition lexicale-grammaticale un continuum, et cette notion de continuum, le fait qu'il n'y ait pas une opposition pure et simple, c'est vraiment une notion extrêmement importante en linguistique, qui est peu présente, quasiment jamais présente dans la grammaire qu'on apprend à l'école, hein, dans la grammaire scolaire, parce que la grammaire scolaire, elle catégorise les choses, elle essaie de présenter des choses de manière évidemment forcément simplifiée, et donc elle tient rarement compte des phénomènes de continuité, du plus ou moins, etc. Or, on le verra de nouveau, encore une fois, avec Gustave Guillaume, il y a du continu partout dans les langues. Alors, deuxième point, il ne s'agit pas d'une propriété qui doit être attachée à une unité en tant que telle, mais plutôt à certains emplois, hein, d'une unité. C'est ce que montrait bien l'exemple de bien.
Une même unité peut jouer un rôle plus ou moins grammatical ou lexical, suivant les énoncés dans lesquels elle s'insère. Bien sûr, il faut rendre compte aussi du fait que certaines unités ne permettent que des emplois d'un certain type et que certaines autres exhibent une tendance plus prononcée vers l'un ou l'autre de ces pôles. Mais il n'y a aucune raison de postuler une homonymie, au moins sur la base de cette seule distinction, même quand l'unité peut changer de catégorie grammaticale suivant ses emplois. C'est-à-dire que là, ce qu'il veut dire, c'est que, par exemple, dans les emplois de biens, est-ce que les différents entre les emplois lexicaux et les emplois grammaticaux, est-ce que c'est de la polysémie ou de l'homonymie? Bon, je ne vais pas répondre à cette question maintenant parce qu'on va travailler plus tard, soit dans la deuxième partie de cette séance, si on a le temps, mais sinon dans la séance suivante, sur ces questions de distinction entre l'homonymie et la polysémie. Mais bref, simplement, vous voyez, là, le point intéressant qui est ajouté, en dehors du fait qu'il confirme cette idée que c'est surtout l'emploi qui compte, et pas tellement donc d'avoir des espèces de critères définitifs qui vont mettre les choses soit du côté du lexical, soit du côté grammatical, c'est l'idée que malgré tout, il y a quand même des mots qui sont vraiment très clairement lexicaux ou grammaticaux et qui ne changent quasiment jamais de catégorie. Hein. Je sais pas, par exemple, la préposition « à » toute seule, c'est impossible d'en faire un mot lexical. Bon, voilà, on ne peut pas en faire un mot lexical. Inversement, un mot comme table, je ne sais pas, voilà, table, je ne vois pas bien comment on pourrait en faire un mot grammatical. Hein. Donc il y a quand même une stabilité de certains types de noms qui sont rattachés à cette catégorie du lexical ou du grammatical, et puis d'autres, comme cet exemple de bien, hein, l'adverbe, qui oscille entre l'adverbe, entre la catégorie de l'adverbe, la catégorie du nom, et éventuellement même de l'adjectif, qui, eux, ont des variétés d'emplois qui les font passer du plus ou moins lexical au plus ou moins grammatical. Alors, donc, ça c'est le premier point. Hein. On peut quand même tabler sur l'idée que, en dehors de quelques phénomènes particuliers dont on vient de parler, les mots lexicaux, ce sont plutôt les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes, sauf donc les adverbes en pensant surtout aux adverbes en ment, ou les adverbes comme bien, sauf donc des adverbes grammaticaux, par exemple le si dans le si intensif, ou la négation, ne pas, hein, qui est évidemment un adverbe purement grammatical. Alors, deuxième problème, pour la définition, qu'est-ce que c'est qu'une unité lexicale? Une fois qu'on a dit qu'une unité lexicale, ça peut être un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe. Hein, c'est pas une préposition, etc. Ben, il y a le problème du figement, dont j'ai déjà parlé très, très succinctement lors de séances précédentes. Il y a le problème du figement. Par exemple, donc une table ronde, casser sa pipe. Donc une table ronde peut signifier une réunion. Hein, ils ont organisé une table ronde sur tel sujet. Et puis casser sa pipe, je le précise l'expression est assez ancienne, mais je le précise pour les étudiants étrangers, casser sa pipe, ça signifie mourir. Hein, il a cassé sa pipe, c'est une expression familière pour dire mourir. Bon, alors c'est ce qu'on appelle donc des expressions figées, des phrasèmes, enfin, il y a toutes sortes de dénominations, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce qui nous intéresse pour l'instant, en termes d'unité, qu'est-ce que c'est qu'une unité lexicale, c'est que on a un problème avec ce genre d'expression parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est une unité ou plusieurs? Est-ce qu'une table ronde, dans une table ronde, c'est quoi l'unité lexicale? C'est table ou c'est table ronde? Dans casser sa pipe, c'est quoi l'unité lexicale? Enfin, est-ce qu'il y en a deux? Il y a casser et il y a pipe? Ou est-ce que c'est casser sa pipe qui est l'équivalent d'un seul verbe mourir? Alors, ce qu'on va montrer, c'est que, en fait, ces expressions figées sont l'équivalent d'une unité lexicale simple. C'est-à-dire une table ronde, il y a une unité lexicale, table ronde.
une unité lexicale composée de 2 mots. Alors, c'est là l'intérêt de ces distinctions entre unité lexicale et mots. Il peut y avoir plusieurs mots, mais qui ne comptent que pour une unité lexicale, s'il y a un figement entre les deux. Bon, dans certains cas, c'est évident. C'est pas évident pour une table ronde. On demanderait à des gens. C'est évident, par exemple, je sais pas, si vous dites un chou-fleur, là, ça vient à l'idée de personne de dire qu'il y a 2 mots. C'est un mot, le mot chou-fleur. En plus, il y a un trait d'union. Mais une table ronde, c'est la même chose. Casser sa pipe, c'est la même chose. C'est un verbe, c'est une seule unité lexicale. Donc, dans ce cas-là, on parle d'unité polylexicale. Donc on va opposer les unités monolexicales, comme table, aux unités polylexicales, comme par exemple table ronde. Alors c'est aussi une unité au sens cognitif. C'est-à-dire qu'on a pu montrer que ces unités polylexicales sont traitées cognitivement comme si c'était un seul mot. Retenez, un seul mot. Alors évidemment, ça complique la notion de compositionnalité. La notion frégéenne de compositionnalité, elle n'en sort pas totalement indemne parce que pour comprendre une table ronde au sens de réunion, vous ne pouvez pas vous contenter de dire que c'est une table qui a la propriété d'être ronde. Ça ne marche pas du tout comme ça. Casser sa pipe, c'est la même chose. On comprend qu'il y a une espèce de métaphore là-dessous, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on prend une pipe, on la casse, ça ce serait le sens compositionnel, mais le sens de l'unité figée, l'unité polylexicale, ce n'est pas celui-là. Alors on a des critères qui permettent de mesurer et de vérifier si on a affaire à des figements ou pas de figements, puis on verra qu'il y a aussi des degrés de figement. Alors, il y a toutes sortes de critères. Donc, il y a un livre de Gaston Gross, 82. J'ai pas mis le titre là, mais je me souviens plus du titre d'ailleurs. C'est dans la collection Offris. Ça parle des noms composés, expressions figées. Je me souviens plus précisément du titre, mais c'est un livre assez connu, déjà un petit peu ancien, mais qui reste dans ses bases tout à fait valable pour aujourd'hui. Et puis, je vous ai mis aussi le lien vers un article de Salamé-Gery, qui est un des spécialistes français les plus reconnus sur ces questions du figement. Et je vous donne pour illustrer une série de critères. Alors, vous allez voir, il y en a beaucoup, ça tient sur 2 diapositives. Une série de critères qui permettent d'évaluer le degré de figement appliqué donc à l'exemple casser sa pipe. Alors, on essaie de faire varier toutes sortes de choses et on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Alors, tous les premiers critères, ils fonctionnent. Vous voyez, on peut faire varier la personne et le nombre. On peut dire Luc a cassé sa pipe, mais on peut aussi dire Luc et Max ont cassé leur pipe. On peut faire varier le mode du verbe. Je crains que Max n'ait cassé sa pipe, donc là on passe au subjonctif. On peut employer des adverbes de temps. Il va casser sa pipe dans peu de temps. On peut insérer des éléments entre le verbe et le complément. Il a bêtement cassé sa pipe, nous casserons tous notre pipe un jour. Alors, à partir de la pronominalisation, ça se complique un petit peu. Ça commence à être un peu bizarre. Luc a cassé sa pipe, et tu la casseras un jour aussi, ça passe très difficilement. On commence à comprendre que là, ça devient difficile. Alors qu'avec un verbe normal, avec une structure verbe plus complément normal, par exemple, si vous aviez Luc a fait ses devoirs au lieu de a cassé sa pipe, la pronominalisation, elle marcherait très bien. On aurait Luc a fait ses devoirs et tu les feras aussi. D'accord ? Ça pose aucun problème, normalement, la pronominalisation comme ça. Mais là, on voit que ça pose problème. Tu la casseras un jour aussi. Donc, on voit qu'il y a quand même un lien entre le nom, sa pipe, et le verbe qui est inhabituel, puisqu'on ne peut pas pronominaliser. Alors, autre chose qu'on ne peut clairement pas faire du tout, c'est remplacer aussi bien le verbe que le nom dans cette expression par un synonyme. Je veux dire, on ne peut pas dire « il a rompu sa pipe », ça ne marche plus du tout, on ne comprend plus rien. Ou alors on peut le faire par jeu de mots, mais ça montre là aussi qu'on a quelque chose d'inhabituel.
Parce que si vous aviez un usage normal du verbe casser, je ne sais pas moi, il a cassé la table, ben on pourrait dire il a rompu la table, ça ne poserait pas de problème. Donc pareil pour un synonyme de pipe, vous ne pourriez pas dire il a cassé sa cigarette. Bon là on a mis, il a mis un brûle-gueule, c'est un vieux mot pour dire la pipe. Bon, mais ça ne marche pas. Alors on ne peut pas non plus avoir entre le déterminant, hein, puisqu'il y a un déterminant possessif, sa pipe, il faut vraiment que le déterminant renvoie au sujet. Hein, c'est-à-dire quand je dis Luc a cassé sa pipe, c'est la pipe de Luc forcément. On ne peut pas avoir un déterminant possessif qui renvoie à quelqu'un d'autre que Max. On ne peut pas dire Max a cassé leur pipe pour dire qu'il les a tués par exemple. Hein, ça ne marche pas. On ne peut pas non plus mettre un adjectif qui va modifier pipe. Hein, Max a cassé sa vieille pipe, ça ne marche pas. Le clivage, encadrer pipe par c'est sa pipe que Max a cassée, ça ne marche pas non plus. Au passif non plus, on ne peut pas dire la pipe a été cassée par Max. L'interrogation non plus, qu'est-ce qu'a cassé Max, sa pipe, ça ne marche pas. La relativisation non plus. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de transformations qui sont normalement possibles pour une structure verbe plus groupe nominal COD, comme casser sa pipe, là qui ne sont pas possibles. Hein. Donc en fait, si vous voulez, une analyse grammaticale scolaire normale dirait, dans il a cassé sa pipe COD de casser. C'est pas vraiment ça, parce que c'est pas vraiment un COD, ça forme un tout. Hein, pour dire un COD, il faudrait qu'il y ait une fonction, il faudrait qu'on puisse pronominaliser, etc. Mais là, ça ne marche pas comme ça. C'est donc un mot, un verbe, hein, qui est figé. Hein. Alors, les unités polylexicales, une dénomination très courante en linguistique, c'est la notion de phrasème. Hein. On utilise beaucoup, depuis les travaux de Melchuk, hein, le terme de phrasème aussi. Alors, je vous disais qu'il y a des degrés de figement, parce que quand on applique tous ces critères à des exemples, on se rend compte que parfois, il y a une transformation qui est bloquée, d'autres fois c'est deux transformations ou plus. Donc on peut montrer que des unités sont plus figées que d'autres. Alors quand vous comparez faire la pluie et le beau temps, casser sa pipe ou enterrer la hache de guerre, avec trois critères. Hein. Le premier critère, faire la pluie et le beau temps, c'est le clivage par c'est que, hein, c'est la pluie et le beau temps qu'ils font, ça passe. Hein. Le deuxième critère, qui est le passif, c'est beaucoup plus difficile. Hein. La pluie et le beau temps sont faits par eux, ça ne marche pas très bien. La négation, ça marche, et l'interrogation aussi. Donc il y a 4 critères, hein, pardon, j'ai dit 4 critères. Ils ne font pas la pluie et le beau temps. Que font-ils? Ils font la pluie et le beau temps. C'est un peu limite le dernier. Hein. Bon. Alors quand on compare en revanche à casser sa pipe, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, à part la négation qui fonctionne, toutes les autres transformations sont bloquées. En revanche, donc casser sa pipe est clairement plus figé que faire la pluie et le beau temps. Et vous êtes d'accord, dans les deux cas, ce sont des expressions figées. Faire la pluie et le beau temps, c'est pas qu'on fabrique de la pluie et qu'on fabrique le beau temps. C'est pour dire, c'est une expression pour dire quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps, ça veut dire qu'il a du pouvoir, qu'il peut faire ce qu'il veut. Hein. Alors, enterrer la hache de guerre, pour dire faire la paix, là aussi c'est une expression figée. Mais elle est beaucoup moins figée que les autres, parce qu'en fait, toutes les transformations sont possibles. Hein. Ils n'ont pas enterré la hache de guerre. Bon, ça, la négation, de toute façon, elle est possible dans tous les cas. C'est la hache de guerre qu'ils ont enterrée, la hache de guerre a été enterrée. Qu'ont-ils enterré? Ils ont enterré la hache de guerre. Bon, ça, c'est un peu limite aussi l'interrogation, je trouve. Hein, mais bon, admettons. Donc, on a des degrés de figement. Hein, plus ou moins figés, plus ou moins arbitraires, du coup. C'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec poiriers, plombiers, qui peuvent être plus ou moins figés ou arbitraires, mais ça, on en reparlera plus tard. Alors, schématiquement, pour terminer sur ce point, on peut présenter les différents types de phrasèmes sous cette forme, hein, en distinguant des
à la fois en fonction de la transparence ou de la compositionnalité, en fonction également de caractère pragmatique ou pas des expressions figées, on peut distinguer ces cas qui sont différents, et cette typologie, vous voyez, je l'emprunte à Meltchouk, 2011, qui est un grand linguiste, Igor Meltchouk, qui a travaillé notamment sur ces questions, mais sur d'autres aussi, mais enfin qui est quand même une référence très... comment dire c'est un auteur très très souvent cité sur ce type de problème. Notez au passage que, en fait, pourquoi on s'est beaucoup intéressé ces dernières années à ça, à cause de toutes sortes des problèmes que ces expressions posent pour le traitement automatique des langues, hein, pour l'informatisation, comment est-ce qu'il fait un ordinateur pour faire la différence entre casser sa pipe et puis casser une table. Là, ça pose des problèmes redoutables aux informaticiens, les expressions figées. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur ces questions-là ces dernières années, en particulier. Enfin, c'est notamment pour ça. Alors, on peut distinguer les choses de la façon suivante. Donc d'abord, le phrasème, c'est un syntagme qui n'est pas libre, c'est-à-dire c'est un ensemble de mots ou finalement qui n'est pas compositionnel. Hein, ça ne marche. Enfin, c'est pas que c'est pas compositionnel, c'est que on peut pas. Si, il peut être compositionnel, mais on peut pas il n'est pas libre au sens syntaxique du terme, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes dans l'emploi d'un mot, dans l'emploi des mots qui sont combinés avec lui. Vous avez un mot X et il y a une contrainte sur le mot qui suit. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi avec, pour toutes sortes de raisons. Alors, il y a des phrasèmes, donc ça on va les laisser de côté, qui ont une dimension pragmatique. Phrasèmes conditionnés pragmatiquement. Donc, c'est ce qu'on appelle donc les pragmatèmes. Alors, un pragmatème, dans la définition de Xavier Blanco, c'est un phrasème qui constitue un énoncé complet et qui est restreint dans son signifié par la situation de communication dans laquelle il est utilisé. Bon, danger de mort, quand vous avez danger de mort comme ça sur un bloc électrique, ce genre de choses, hein, ce danger de mort, il est vraiment lié à l'endroit où est placé le panneau. Il y a toute une interprétation contextuelle. C'est pas pour dire que, en général, dans la vie, il y a un danger de mourir. Hein. C'est un danger de mort qui est lié à une situation très particulière et définie pragmatiquement. Donc, tous les sens possibles de danger de mort sont restreints par la situation de communication pragmatique, par les conditions pragmatiques, les conditions d'énonciation dans lesquelles se situe cet énoncé. Alors ensuite, il y a tout le reste, c'est surtout ça qui nous intéresse ici, les phrasèmes sémantiques. Vous voyez, on peut distinguer deux grands groupes. Les phrasèmes sémantiques compositionnels, où là, il y a une compositionnalité du point de vue du sens, et les phrasèmes sémantiques non compositionnels. Dans les phrasèmes sémantiques compositionnels, on va distinguer ce qu'on appelle les collocations d'un côté et les clichés d'un autre côté. Alors, les collocations, c'est le fait qu'on ait une contrainte sur l'emploi d'un verbe ou d'un nom. Alors, j'ai mis ici passer une commande. Parce que quand vous utilisez commande au sens commercial du terme, hein, passer une commande, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel verbe. Vous ne pouvez pas dire faire une commande, c'est bizarre. En général, on passe une commande. Vous voyez qu'en anglais, on dit place an order, on ne dit pas passe, par exemple. Hein. On a la même chose. J'ai pris un autre exemple aussi. Ah, mais je ne l'ai pas ici. Ah non. Avec... peut-être qu'il est un peu plus loin dans le diaporama, avec se brosser les dents, se laver les dents. Hein. Je veux dire que en français, on peut dire se brosser les dents, on peut même dire se laver les dents,
Alors qu'en anglais, par exemple, c'est pas possible. On ne dit pas wash your teeth, on dit brush obligatoirement. Hein. Donc il y a des contraintes comme ça qu'on appelle donc les collocations. Les clichés, ce sont en fait les proverbes. Par exemple ici, abondance de biens ne nuit pas. C'est un proverbe non métaphorique. Hein. Abondance de biens ne nuit pas. D'ailleurs, quand on a beaucoup de choses, en fait, je n'ai pas le temps d'expliquer en détail la structure linguistique de ce type de proverbe, mais en gros, c'est un proverbe qui n'est pas métaphorique. Où va la France? Voilà, ce sont des clichés, des expressions toutes faites, mais qui sont compositionnelles. C'est-à-dire que là, on comprend, même si on n'a jamais entendu l'expression, ça a beau être un proverbe, vous voyez, c'est pas du tout, rappelez-vous les fameux proverbes africains qu'on avait vus, hein, du type, même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu, attache ton sac là où tu pourras le détacher, je me souviens plus trop, enfin bref. C'était des proverbes, on ne comprenait rien, hein, parce que c'était des proverbes métaphoriques. Alors que là, ce sont abondance de biens ne nuit pas, c'est pas un proverbe métaphorique, on comprend tout à fait ce que ça signifie. Hein. Bon. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les locutions. Donc les locutions, c'est on a locution à partir du moment où le phrasème n'est plus compositionnel, où on ne peut plus simplement combiner le sens des noms, des verbes, etc., pour pour retrouver le sens de l'expression. Alors, premier exemple, dans la locution faible, attendre un enfant au sens de être enceinte. Hein. Donc, là, on va parler de locution faible parce que le sens de l'expression, alors attendre un enfant au sens littéral, c'est, par exemple, vous avez un petit frère qui est à l'école ou une petite sœur et vous l'attendez, vous attendez un enfant, hein, vous attendez qu'un enfant arrive. Bon, ça c'est le sens littéral de attendre un enfant. Mais donc, ce sens de attendre un enfant au sens de être enceinte, c'est évidemment un sens qui n'est pas prévisible si vous ne connaissez pas l'expression. Donc, il y a bien quelque chose qui n'est pas compositionnel. Seulement, le sens global de être enceinte a quand même un rapport à la fois avec l'idée d'attendre et avec le concept d'enfant. Hein. Bon. Même si ça ne signifie pas littéralement que vous attendez un enfant comme on attendrait un enfant à la sortie de l'école, il y a quand même l'idée qu'on attend quelque chose et qu'on attend qu'un enfant arrive. Bon. Donc, c'est pour ça qu'on parle de locution faible, c'est parce que la locution a son sens est en rapport avec les deux mots, même si, globalement, ça n'est pas compositionnel. Pardon. Alors, les semi-locutions, en revanche, il y a seulement un des mots qui a un rapport avec le sens global. Par exemple, quand vous dites des fruits de mer, mer a un rapport avec fruits de mer, mais pas fruits. Fruits, ça n'a aucun rapport avec le fruit de mer. Ça s'appelle comme ça en français, mais en anglais, vous voyez, on dit seafood, nourriture de mer, on ne dit pas fruits. Hein. Donc là, on n'est plus là dans une locution faible, mais dans une semi-locution, parce que le sens global, disons qu'il y a un seul des deux mots de la locution qui contribue au sens global, qui est en rapport avec le sens global. Et puis les locutions fortes, alors là, il n'y a plus aucun rapport. Hein. Prendre le taureau par les cornes, il n'y a pas de taureau, il n'y a pas de cornes, voilà, c'est complètement métaphorique, il n'y a plus aucun rapport direct, immédiat. Hein. Il y a un rapport métaphorique, bien sûr, de sens, mais il n'y a pas de rapport immédiat, il n'y a plus aucune compositionnalité. Donc il y a des degrés dans ces phrases. Voilà, donc ça c'est tout le problème donc des unités lexicales et des unités des unités monolexicales et des unités polylexicales. On l'a vu parce que là on est en train de travailler sur les mots lexicaux, mais le même genre de problème se pose pour les mots grammaticaux puisqu'on a des locutions, etc., etc. Bien, alors il est midi, donc on va faire une pause et puis je reprends dans 5-10 minutes. Hein. Alors,
reprenons. Donc, nous venons de voir la question des unités lexicales, enfin le petit problème que posent les unités polylexicales. Maintenant, on va s'interroger sur le rôle des unités lexicales, à quoi elles servent, quels sont à la fois leur rôle et leurs caractéristiques principales. Hein. Donc ça, on va le développer, ça va nous prendre plus de temps de développer tous ces points. Donc la question des rapports entre les signes, la pensée, le monde, c'est-à-dire entre le mot lexical, le concept et le monde externe. On a déjà eu l'occasion de faire allusion à ce genre de problème, mais là on va le voir de manière plus précise. Les composantes de l'unité lexicale. Donc, et ensuite, 3 notions qui sont liées à l'unité lexicale, la dénomination, la catégorisation et la polysémie. Alors d'abord, à quoi ça sert l'unité lexicale? Bon, on l'a déjà vu, par rapport à l'unité grammaticale, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains linguistes, comme Teilhard par exemple, pour le citer, parce que c'est surtout lui qui dit ça, dit que les mots grammaticaux sont vides. Hein, pourquoi? Parce que on peut très bien comprendre un message quand on supprime les mots grammaticaux. Dans certains cas, on le comprend. Hein. Par exemple, si vous dites, au lieu de dire j'arrive à la gare à 8 heures, vous dites arrive gare 8 heures, ça marche, hein, on comprend. C'est ce qui se passait dans les télégrammes autrefois. Alors bon, je ne sais pas si vous savez ce que c'était qu'un télégramme. Si, quand même. Bon, voilà. Le problème des télégrammes, c'est que c'était payé au mot. On le payait au mot. Donc on enlevait les mots grammaticaux. Et donc au lieu de dire j'arrive à 8 heures, on disait arrive à 8 heures. Bon, voilà, par exemple. Donc on voit bien que les mots lexicaux jouent un rôle essentiel dans le contenu du message. Hein, c'est évident, puisque ce sont les mots de nature descriptive. Alors ensuite, il y a un point important à comprendre qui est souvent assez mal compris, c'est le rapport et la différence entre un concept et une unité lexicale. Alors, en fait, il y a une façon relativement simple de séparer les deux. Le concept, il n'est pas attaché à une langue du tout. Hein. Le concept de table, c'est le même que vous disiez table, table, c'est quoi en allemand déjà, Tisch, enfin bref. Bon, c'est toujours le même concept. Un concept, il n'a pas de partie du discours. Un concept, c'est pas un verbe, un nom, c'est un concept. Alors que les unités lexicales, elles sont obligatoirement dotées d'une partie du discours. Donc, si vous voulez, l'unité lexicale, c'est le concept, mais doté de propriétés grammaticales en plus. C'est bien un concept puisqu'on est dans l'unité lexicale, hein, on n'est pas dans les unités grammaticales. Alors, on le voit bien cela dans la façon dont Gustave Guillaume présente ce qu'il appelle la théorie du mot. Et le mot, pour lui, dans sa construction, parce que en fait, ça c'est une grande idée de Guillaume, c'est que tous les mots dans les langues, toutes les unités linguistiques sont en fait des processus. Donc, il dit par exemple, il n'y a pas un substantif, mais il y a un processus de substantivation. Il n'y a pas un adjectif, il y a un processus d'adjectivation, etc. Hein. Donc, ce qui l'intéresse, c'est à chaque fois le processus. Donc, quand il y a un mot, ça veut dire qu'il y a eu un processus, une opération mentale, hein, parce que c'est de toute façon une linguistique qui est précurseur des linguistiques cognitives. Mais bon, c'est au tout début du XXe siècle, hein, Guillaume. Donc, vous voyez ces dates, hein, il est mort en 60. Les linguistiques cognitives, au sens où on l'entend aujourd'hui, elles apparaissent dans les années 80. Bon, donc, 2 processus pour Guillaume dans la construction du mot. Un premier processus qu'il appelle l'idéogénèse, qui est donc la construction du concept. Il utilise une formule qui est la suivante. L'idéogénèse, c'est l'extraction de l'ensemble du pensable d'une notion particulière. Donc ça, c'est purement conceptuel. Hein. Vous allez sélectionner quelque chose de plus ou moins précis. Alors c'est pour ça qu'il y a ce schéma
Oui, j'ai oublié de vous le dire, mais ça, on aura 30 000 fois l'occasion de le redire. Ces schémas-là s'appellent les tenseurs binaires, et le mouvement vertical, enfin, disons l'axe vertical correspond à un axe entre le général et le particulier. Hein. Ça va du général au particulier. Et puis la flèche à droite, c'est simplement le temps. Hein. Donc l'idéogénèse, elle va du général au particulier dans la mesure où on part de l'ensemble du pensable et on va sélectionner un concept particulier. Mais ce concept particulier qu'on va sélectionner, il va être plus ou moins vaste lui-même. Hein. On va revoir ça tout à l'heure, mais si vous sélectionnez siège, c'est plus général que si vous sélectionnez chaise. Et si vous sélectionnez chaise de bureau, c'est encore plus précis. Et si vous sélectionnez chaise de bureau rouge, c'est encore plus précis, etc. Hein. Donc on extrait un concept particulier. Et ensuite, une fois qu'on a le concept, il y a la deuxième opération, qu'il appelle de morphogénèse, qui consiste à, en quelque sorte, faire entrer ce concept dans la langue, lui donner des propriétés grammaticales. Donc c'est là que le concept va entrer dans une partie du discours, et du coup va acquérir les propriétés grammaticales liées à cette partie du discours. Bon, par exemple, le concept de courir, ça peut aboutir, après donc l'idéogénèse, c'est courir à la fin, l'idée de courir. Mais la morphogénèse, ça peut aboutir au verbe courir ou bien au substantif la course. D'accord ? Eh bien, les propriétés grammaticales de la course et de courir sont différentes. Hein. Vous pouvez conjuguer courir, vous ne pouvez pas conjuguer la course. Donc, toutes ces propriétés, elles sont données dans ce processus qu'il appelle de morphogénèse. Donc, je vous donne simplement ce schéma de construction du mot parce qu'on voit bien dans ce schéma ce qui relève du concept et ce qui relève de l'unité lexicale. À la fin de la morphogénèse, on a une unité lexicale. Alors pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que le point de départ ici, c'est le général, et on va vers le particulier. Je vous ai dit, oui, on part de l'ensemble du pensable pour arriver à quelque chose de particulier. Alors pourquoi, là, on va du particulier, on retourne au général? Parce que quand j'aboutis à un concept, mettons, je disais tout à l'heure le concept de course qui aboutit au verbe courir, eh bien, à la fin de la morphogénèse, le verbe courir, certes, il est attaché à un concept particulier, mais il est un verbe comme les autres. Comme n'importe quel autre verbe de la même catégorie, il se conjugue pareil. Donc, c'est en ce sens-là qu'il retombe dans la généralité des parties du discours ou des sous-classes de parties du discours à laquelle il appartient. Alors, le rapport entre mots et concepts est parfois vu d'une façon complètement différente. Alors, chez Saussure, et ça, il faut bien avoir ça à l'esprit parce que ça fait quand même partie du bagage théorique minimal de tout étudiant qui fait de la linguistique, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de la valeur et qui est une théorie qui permet qui s'applique à toutes sortes d'aspects des signes linguistiques, mais surtout qui fait en sorte que on n'a pas à se préoccuper dans ce cadre théorique du rapport descriptif du mot avec le monde, ni avec la pensée. Hein. Donc il n'y a plus de processus cognitif, là, il n'y a plus de processus comme la morphogénèse, etc. Et il n'y a pas non plus de lien direct avec une réalité qui serait nommée par le mot. Alors qu'est-ce que c'est au juste que cette conception binaire du signe chez Saussure? Bon, vous connaissez tous ces schémas avec signifiant, signifié, mais bon, souvent on se contente de comprendre ce schéma en disant le signifié c'est du côté du sens, le signifiant c'est du côté du son. Bon, très bien, mais il y a quelque chose de plus dans ce schéma. Saussure dit clairement dans plusieurs cours qu'il refuse une conception nomenclaturiste de la langue. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il entend par là l'idée que ce qu'il refuse, c'est une théorie de la langue
qui serait fondée sur une description préalable du monde. C'est-à-dire, il y aurait dans le monde certaines choses, des chaises, des tables, des escaliers, des ordinateurs, des vestes, bref, des êtres humains. Bon, il y a tout ça dans le monde. Et en fait, les langues, ça sert à nommer ces choses qui existent dans le monde. Ça, c'est une conception qu'il appelle nomenclaturiste de la langue. Il y a d'abord le monde qui existe, qui serait conceptualisé par l'être humain, et puis, ensuite, on utilise des étiquettes, que sont les mots, pour désigner ces choses qui existent dans le monde, préalablement, indépendamment des langues. Alors, ce que va apporter Saussure d'extrêmement intéressant et de génialement, si vous voulez, nouveau par rapport à ce qu'on pensait jusqu'alors, c'est que, eh bien non, en fait, les langues, elles ne vont pas décrire un monde préexistant, mais c'est plutôt l'inverse. C'est votre langue qui vous conduit à voir les choses d'une certaine façon. D'accord ? Donc ça veut dire, si on accepte cette idée, il faudra voir après ce que ça veut dire exactement. Parce que bon, pour les chaises, les tables et tout, ça ne marche pas très très bien. Mais pour d'autres choses, ça peut marcher. Ça signifie quand même que les découpages de sens vont se produire indépendamment du monde, donc dans les signes entre eux. L'ensemble du pensable peut être dit dans n'importe quelle langue. Simplement, chaque langue est un système de signes, et ce que va désigner un signe va être simplement délimité par les autres signes, mais pas du tout par la réalité désignée. Alors, voici quelques citations de Saussure qui justifient qui exposent, disons, cette conception de la langue, qui correspond plus spécifiquement à ce qu'on appelle la théorie de la valeur. Donc, première citation. Prenons d'abord la signification telle qu'on se la représente et telle que nous l'avons figurée, page 99. Elle n'est, comme l'indiquent les flèches de la langue, que la contrepartie d'image auditive. Donc, vous avez le signifiant et le signifié, et donc la signification signifiée serait juste la contrepartie du signifiant. D'accord ? Tout se passe entre l'image auditive et le concept, dans les limites du mot, considéré comme un domaine fermé existant pour lui-même. Donc ça, c'est le signe tout seul. Mais, voici l'aspect paradoxal de la question. D'un côté, le concept nous apparaît comme le contrepartie. Alors, il dit concept, c'est la même chose. Enfin, il y a un moment où Saussure n'a pas totalement fixé sa terminologie. Après, il va dire signifier. Et il y a une différence très importante entre signifier et concept, puisque si on admet concept dans le sens que je vous ai expliqué juste avant, c'est totalement indépendant des langues, le concept. C'est le même concept, quelle que soit la langue. Alors que le signifié, lui, on va voir, il dépend des langues. Il n'est pas le même d'une langue à l'autre. Donc d'un côté, le concept, ou le signifié plutôt, nous apparaît comme la contrepartie de l'image auditive dans l'intérieur du signe, et de l'autre, ce signe lui-même, c'est-à-dire le rapport qui relie les deux éléments, est aussi et tout autant la contrepartie des autres signes de la langue. Donc il y a une opposition, disons une articulation entre signifiant et signifié, mais il y a aussi les signes par rapport les uns par rapport aux autres, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans cette opposition. Puisque la langue est un système, alors ça c'est vraiment une notion, bon, on ne fait pas un cours de linguistique générale, mais la notion de système, de systématique, ou de structure dans une perspective structuraliste, mais là il est bien question d'un système, c'est une notion extrêmement importante en linguistique, mais j'y reviendrai avec Guillaume peut-être. Puisque la langue est un système dont tous les termes sont solidaires et où la valeur de l'un ne résulte que de la présence simultanée des autres, selon le schéma, etc., bon, la phrase va se continuer après, comment se fait-il que la valeur ainsi définie se confonde avec la signification, c'est-à-dire avec la contrepartie de l'image auditive. Donc vous voyez, il présente dans ce passage la distinction entre valeur et signification. En gros, la signification, c'est le rapport signifiant-signifié, alors que la valeur, ça va être l'opposition des signes les uns par rapport aux autres. Il semble impossible d'assimiler les rapports figurés ici par les flèches horizontales à ceux qui sont représentés plus haut par les flèches verticales. Autrement dit,
pour reprendre la comparaison avec la feuille de papier qu'on découpe, alors ça c'était une comparaison, vous vous souvenez peut-être, hein, il dit le signifiant et le signifié, c'est comme le recto et le verso d'une feuille de papier, on ne peut pas les séparer. Bon. Et si je coupe la feuille de papier, j'ai à nouveau signifiant, signifié de chaque côté, enfin face A, face B de chaque côté. Autrement dit, pour reprendre la comparaison de la feuille de papier qu'on découpe, on ne voit pas pourquoi le rapport constaté entre les divers morceaux ABCD n'est pas distinct de celui qui existe entre le recto et le verso d'un même morceau, soit A, A', B, B', etc. Donc, la question, c'est de savoir si les rapports entre les signes là, sont du même genre que les rapports entre signifiant et signifié. Alors, pour répondre à cette question, constatons d'abord que, même en dehors de la langue, toutes les valeurs semblent régies par ce principe paradoxal. Donc une valeur, hein, ce qu'il appelle une valeur, donc au sens de l'opposition des signes entre eux, c'est toujours constitué par quelque chose qu'on peut échanger, hein, une chose dissemblable susceptible d'être échangée contre celle dont la valeur est à déterminer, et puis des choses similaires qu'on peut comparer avec celle dont la valeur est en cause. Alors, exemple, pour déterminer ce que vaut une pièce de 5 francs, c'était des francs hein, à l'époque, mais on pourrait faire le même raisonnement évidemment avec 5 euros, il faut savoir, premièrement, qu'on peut l'échanger contre, pardon, il y a une faute d'une coquille là, c'est contre une quantité déterminée d'une chose différente, par exemple du pain. Donc, hein, on disait tout à l'heure que la valeur, elle est susceptible, enfin dans le cas de la valeur est constituée par une chose dissemblable susceptible d'être échangée contre celle dont la valeur est à déterminer. Donc ici, on peut échanger 5 francs contre quelque chose, du pain par exemple. Et deuxièmement, on peut comparer cette valeur avec une valeur similaire du même système, par exemple une pièce de 1 franc, ou avec une monnaie d'un autre système, $1, etc. De même, donc là c'est un raisonnement par analogie, hein, c'est une analogie pédagogique, de même, un mot peut être échangé contre quelque chose de dissemblable, une idée, d'accord ? Ça c'est le rapport signifiant-signifié. En outre, il peut être comparé avec quelque chose de même nature, un autre mot. Donc pour fixer la valeur, il faut les deux, hein. Sa valeur n'est donc pas fixée tant qu'on se borne à constater qu'il peut être échangé contre tel ou tel concept, c'est-à-dire qu'il a telle ou telle signification. Il faut encore le comparer avec des valeurs similaires, avec les autres mots qui lui sont opposables. Son contenu n'est vraiment déterminé que par le concours de ce qui existe en dehors de lui. Faisant partie d'un système, il est revêtu non seulement d'une signification, mais aussi et surtout d'une valeur, et c'est tout autre chose. Donc ça, cette distinction signification-valeur, c'est vraiment quelque chose qui est important dans l'apport de Saussure. Alors, un exemple très connu et, à mon avis, qui reste extrêmement parlant, la différence entre le français mouton, enfin, où en français on a un seul mot, mouton, pour désigner aussi bien l'animal mouton que la viande de mouton, hein, je mange du mouton, et l'opposition en anglais entre mutton et sheep. Sheep qui désigne uniquement l'animal, alors que mutton désigne la viande de mouton. Bon, on voit bien que là, mouton et mutton, ou alors mouton et sheep, disons, n'ont pas le même signifié. Ils n'ont pas le même signifié, puisque dans le système du français, mouton va s'opposer à, par exemple, je sais pas, à brebis, à d'autres animaux, hein. Alors qu'en anglais, on va avoir l'opposition mutton-sheep qui n'existe pas. Donc au niveau de la valeur de l'opposition des signes entre eux, il y a une différence entre le français et l'anglais. Alors, le référent, la chose que vous désignez, peut être la même. C'est-à-dire que si vous désignez un mouton dans un pré, le français va dire mouton, l'anglais va dire sheep. Là, on est d'accord, les deux mots différents vont désigner le même référent. Mais du point de vue de leur signifié, donc non plus, c'est le même concept, si vous voulez, qui est désigné, hein, le même référent, le même concept. Le concept de mouton, l'animal sur ses pattes. Mais du point de vue du signifié, sheep et mouton sont différents. Parce que du point de vue de la valeur, mouton en français ne s'oppose pas à la viande de mouton, alors qu'en anglais, il y a l'opposition mutton-sheep. Alors, pour vous montrer à quel point cette conception, donc on a bien, donc chez Saussure, une conception de du sens des unités lexicales
mais ça marche aussi pour les unités grammaticales, mais là ce sont les unités lexicales qui nous intéressent, une conception du sens qui concerne uniquement la répartition de la signification entre les signes. Il y a un autre exemple que je n'ai pas pris ici, qui est aussi assez célèbre dans le cours de linguistique générale, c'est redouter, craindre, avoir peur. Hein. En français, pour dire qu'on a peur, par exemple, on peut utiliser ces trois mots. Redouter, craindre, avoir peur. Ce que prévoit la théorie de la valeur, et donc ces trois mots, mettons, ont un champ de signification un peu différent. Ils ne sont pas complètement synonymes, chacun est utilisé dans un certain contexte, sert à quelque chose, etc. D'accord ? Chacun a son spectre sémantique particulier. La théorie de la valeur, ce qu'elle prédit, c'est que si un de ces trois mots disparaissait, il n'y aurait pas de trou dans la désignation. Il n'y aurait pas quelque chose qui est là et qu'on ne pourrait plus désigner, qu'on n'aurait plus de mots. En fait, ce qui va se passer, c'est que si je n'ai plus que deux mots là où j'en avais trois, les deux qui restent vont s'opposer et donc vont prendre en charge ce qui était désigné par le troisième auparavant. Donc toute la signification est comme ça définie par des réseaux d'opposition entre les signes. Hein. Alors, c'est une théorie donc purement binaire, il y a juste le sens et le son, hein, le signifiant et le signifié. Et je vous montre ce schéma ici qui montre à quel point cette perspective saussurienne est originale, parce que les théories classiques du signe, depuis l'Antiquité, vous voyez Aristote, en passant par les latins, en passant par Peirce, et jusqu'aux logiciens du XXe siècle, Russell, Carnap, etc., tous ont une théorie ternaire du signe. Hein. Le signe linguistique, dans les traditions, depuis qu'on pense, qu'on réfléchit au concept de signe, il y a trois choses dans le signe. Il y a le son, le sens, disons le son, la forme, le sens, et puis la chose désignée. Mais chez Saussure, la chose désignée n'est pas pertinente. C'est une théorie, si vous voulez, qu'on dirait aujourd'hui relative à des questions d'auto-organisation. Hein. Au fond, cette théorie de la valeur, avec cette idée que les unités s'opposent les unes aux autres, il faut les voir comme un système auto-organisé, comme un réseau d'opposition. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement original, mais qui a ses limites aussi. Hein. Parce que, évidemment, il faut quand même... disons, la perspective saussurienne, elle rend compte dans les langues, justement, de cette dimension auto-organisatrice. Mais elle ne rend pas compte d'autres aspects intéressants également. Alors, quels sont les composants, les différentes parties, quand on prend une unité lexicale comme homme, par exemple, hein. Prenons une unité lexicale comme homme. Bon, vous avez d'abord le signifiant, hein, dans l'unité lexicale. Le signifiant, qui peut être un signifiant oral, hein, ça peut être des sons, des phonèmes. Ça peut être un signifiant écrit, hein, des mots écrits sur... Mais ça peut être aussi des gestes. Hein, il faut penser aussi au langage gestuel des sourds-muets, des sourds, le langage des sourds, les langues des sourds, ce sont des langues. Hein, vraiment. Donc il y a aussi le geste, comme signifiant. Ensuite, il y a un autre plan qu'il faut distinguer du signifiant, c'est la réalisation ou la perception du signifiant. Parce que le signifiant, il est un peu abstrait, si on veut, mais il y a tout, si vous voulez, les phonèmes qui correspondent à l'articulation d'un mot, c'est encore autre chose que l'articulation elle-même. Quand vous prononcez un mot, vous avez une voix, quand vous prononcez une phrase, par exemple, vous parlez plus ou moins vite. Il y a toutes sortes de différences dans la réalisation du signifiant ou dans la perception des signifiants. Ensuite, le signifié, pour homme, il y en a deux. Il y a le sens général être humain, hein, et puis il y a le sens mâle, adulte de l'espèce humaine. Donc ça se décrit avec des sèmes, hein, comme on a vu dans l'analyse sémique. Hein. Vous avez un sème numéro 1 qui est donc être appartenant à l'espèce animale la plus développée sans considération de sexe. Bon, on dit l'espèce animale la plus développée, ça doit être une définition que j'ai dû prendre dans je ne sais quel dictionnaire. Là, c'est homme par opposition à animal. Et puis ensuite, vous avez homme par opposition à femme ou à enfant. Bon, comme je vous le disais, il est possible que ce premier sens-là disparaisse un jour, mais peu importe. Quand vous passez du signifié
donc du sens du mot. Et là, évidemment, le problème du signifié, quand il y a plusieurs signifiés, ça veut dire qu'il y a plusieurs catégories, hein, c'est pas la même chose. Ces deux signifiés, il y a un seul mot, mais il y a deux sens différents, donc deux sens différents, ça veut dire deux catégories différentes. Quand on passe du signifié au référent, c'est-à-dire quand on désigne quelqu'un, vous voyez, j'ai pris cette affiche là parce que on est obligé d'utiliser un déterminant. Hein, quand je parle non plus du mot homme non employé, le mot dans le dictionnaire, mais que je veux parler d'un homme particulier, ben, je suis obligé de dire l'homme, cet homme, un homme, etc. Et puis enfin, à condition qu'on ne soit pas saussurien, il faut aller plus loin. Et d'abord, on n'est déjà plus vraiment saussurien quand on commence à s'intéresser au référent. Mais le référent, il renvoie à un concept. Hein. Et là, il y a deux concepts. Concept numéro 1, concept numéro 2, hein, qui correspond aux deux sens du mot homme. Et les concepts correspondent eux-mêmes à des catégories. Et c'est pour cette raison qu'il faudra qu'on travaille sur la notion de catégorisation. Alors, on peut ajouter deux remarques. Deux remarques. Donc, premièrement, le référent peut être totalement imaginaire. Quand on dit référent, souvent on dit d'une manière un peu rapide que c'est la chose à quoi renvoie le mot dans la réalité, mais c'est une réalité, une réalité de représentation. Hein. C'est-à-dire que, certes, les licornes, le Père Noël n'existent pas, mais on a des images culturelles correspondant à ces réalités fictionnelles. Hein. Je veux dire que la licorne, si je vous montre un chat, c'est pas une licorne. Hein. Même si ça n'existe pas, on sait à quoi ça ressemble. Vous voyez, parce qu'il y a des représentations. Même chose pour le Père Noël. Bon, ça c'est un premier point. Le référent peut être parfaitement imaginaire. Donc on peut avoir une relation de référence, un mot désigne quelque chose, alors que la chose n'existe pas, en fait, en réalité. Et puis, autre chose, évidemment, d'une langue à l'autre, les unités lexicales ne vont pas recouvrer exactement les mêmes concepts. Hein, bon, on l'a vu avec mutton, sheep et mouton en français. Mais il y a toutes sortes de cas où vous avez des concepts qui sont traduits par des mots dans certaines langues, mais ces mots n'existent pas dans d'autres langues. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas accès au concept. Alors par exemple, je donne des exemples là, que j'avais pris sur ce lien que je vous donne ici. Bon, en indonésien, il y a un mot qui s'appelle berlengang, bon, je ne garantis pas la prononciation, hein, qui signifie marcher avec grâce en tenant sa main sur sa hanche. Bon, je ne vous le fais pas, mais vous voyez tout de suite ce que ça signifie. Hein. Bon, il y a un mot spécial pour dire cette façon de marcher. On ne l'a pas en français, ce mot. Hein, on n'a pas d'équivalent. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas conceptualiser et se représenter ça. Bon, un mot, ça doit être aussi en indonésien, je suppose, mais je ne l'ai pas indiqué ici sur la diapositive. Mengkak, mengkak, taper des pieds sur le sol de façon répétée quand on est en colère. Bon, teguk, boire d'énormes gorgées à la bouteille. Vous voyez, il y a une iconicité là aussi, hein, un peu quand même. Enfin, je veux dire, on entend dans teguk presque le bruit de la déglutition. Hein. Bref, passons. On ne va pas les faire tous, mais vous voyez ce que je veux dire par là. Il y a toutes sortes de choses. Ouais, ça c'est pas mal. Quasi, au Brésil, la paresse que l'on ressent après s'être chauffé au soleil les jours froids. Tous ces mots qui existent dans des langues plus ou moins exotiques par rapport aux langues européennes ou au français, tous ces mots correspondent à des concepts que nous pouvons
donc des catégories que nous pouvons conceptualiser, mais nous n'avons pas de mots correspondants. Alors, on peut se poser la question de savoir à quoi, qu'est-ce que ça a comme avantage quand on a un mot plutôt que quand on n'a pas de mots pour un concept. Alors, c'est un peu compliqué de répondre d'une manière très scientifique à ce genre de questions, mais la chose qui est très probable, c'est que ça donne quand même l'existence de concepts l'existence de mots pour certains concepts dans certaines langues, certaines cultures, donne un mode de compréhension, une saillance, une sorte de visibilité à ces notions plus évidente que dans d'autres que dans les cas où on n'a pas on n'a pas ces concepts. Bon, je vais prendre un exemple classique dans les noms de couleurs. En russe, il y a deux noms pour dire le bleu. Il y a un nom pour le bleu foncé et un nom pour le bleu clair. C'est Sini Goluboy, pour dire le bleu. Bon, il se trouve qu'on a fait des expériences qui montrent que, du coup, comme ils ont deux mots, les Russes ne voient pas les couleurs de la même façon que les gens qui n'ont pas cette discrimination. Les Russes, ils ne peuvent pas voir du bleu en général. Ils ne peuvent pas s'empêcher de voir obligatoirement soit du bleu clair, soit du bleu foncé, c'est-à-dire soit du Sini, soit du Goluboy. Pour eux, c'est deux couleurs proches, mais différentes quand même, à la limite aussi différentes que le bleu et le vert pour nous. Okay, donc, ça impacte quand même, ça influence la perception. Si vous avez deux mots pour dire le bleu au lieu de un, donc par exemple, ça c'est typiquement Sini Goluboy en russe, c'est d'une distinction qu'on n'a pas ni en français ni en anglais, où on a blue en anglais, bleu en français. On ne conceptualise pas, enfin on n'a pas lexicalisé, on n'a pas de mots pour désigner bleu clair, bleu foncé. On a des expressions bleu clair, mais c'est pas pareil qu'un mot. Le fait qu'on n'ait pas de mots différents pour le bleu clair et le bleu foncé fait qu'on ne perçoit pas les choses de la même façon. Alors bien sûr, on peut conceptualiser le bleu foncé et le bleu clair, on peut le voir que ça c'est plutôt bleu clair et ça plutôt bleu foncé. Mais il y a quand même des différences perceptives, par exemple, dans ce cas-là. Alors évidemment, il y a aussi des différences de toutes sortes lorsque des mots existent ou n'existent pas. Bien, alors ça nous conduit à améliorer un petit peu le triangle sémiotique, donc à préciser un peu les choses quand même, et à indiquer que dans le triangle sémiotique, donc vous avez, mettons d'abord le signifiant, qui peut être soit des sons, soit des gestes, soit des lettres, des graphèmes. Alors ça, le signifiant, évidemment, il est spécifique aux langues. Là, j'ai indiqué L, c'est spécifique aux langues. D'une langue à l'autre, le signifiant, il varie, c'est pas le même. Il est donc spécifique aux langues. Le signifié, également, il est spécifique aux langues. Mais le signifié, il donne accès à un concept qui, lui, n'est pas dépendant des langues. Le concept, il est indépendant des langues. Bon, on peut... au plan, disons, philosophique, on pourrait contester ça. On pourrait dire qu'on ne peut pas accéder à des concepts indépendamment des langues. C'est un peu l'idée de il n'y a pas de métalangage, etc. Mais enfin bon, c'est quand même une position extrême. Donc, et ce concept qui renvoie donc à des catégories nous permet d'accéder à des référents, nous permet d'accéder, est lié, ce concept, ces catégories, sont liés à des référents, c'est-à-dire à des exemplaires de ces concepts ou de ces catégories. C'est-à-dire, j'ai le concept de chaise, ça me permet donc ce concept de chaise, il renvoie à des exemplaires particuliers de telle chaise ou de telle autre chaise. Bon. Et ce référent, il peut être réel ou imaginaire, et ces référents, ce sont les membres de la catégorie. Alors, à ce stade, donc, on peut faire le bilan suivant.
À quoi sert une unité lexicale? Bon. Alors d'abord, on vient de voir qu'elle véhicule des concepts, hein, un ou plusieurs concepts. Donc, ça permet de catégoriser l'environnement. Ça, j'y reviendrai, je vous réexpliquerai ça lors du prochain cours. On va approfondir la notion de catégorisation. Mais en fait, vous ne pouvez pas, tout ce que vous voyez, vous le percevez à l'intérieur de catégories. Hein. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez, que ce soit des personnes, des choses, etc., vous le percevez comme des exemplaires quelconques de catégories générales. Hein. Je veux dire que, voilà, cet ordinateur précis, à vous, madame, avec une étiquette, enfin un autocollant dessus, etc., c'est le vôtre. Alors pour vous, il est singulier, mais pour moi, c'est un exemplaire quelconque de la catégorie générale des ordinateurs. Hein. Bon, etc. Donc, tout ce qu'on perçoit est lié à est vu comme des exemplaires quelconques, plus ou moins quelconques, disons, de catégories. Il n'y a pas de vie humaine sans catégorie. Hein. Si vous n'avez pas de catégorie, imaginez un être humain qui est dépourvu de la capacité de catégoriser son environnement. Eh ben, en fait, un grain de sable et un autre grain de sable seront pour lui deux objets aussi différents, je sais pas, qu'une girafe et un frigo, quoi. S'il n'y a pas de catégorie, je ne peux pas les mettre dans la même catégorie. Ce sont deux objets complètement différents. C'est impensable presque, hein. Mais quand même, bon, c'est une espèce d'expérience de pensée. Sans catégorisation, sans catégorie, on ne pourrait pas, on vivrait dans un environnement qui ne serait pas structuré, sans aller jusqu'à cet exemple extrême du grain de sable. Prenez les enfants petits, ils apprennent des catégories de plus en plus précises. Pour un enfant, je ne pourrais pas vous dire de quel âge, mais un livre, un journal, un cahier, c'est la même catégorie. Bon, donc nos catégorisations, elles évoluent. Bref, en tout cas, on a besoin de catégories. Et l'unité lexicale véhicule ces catégories. Hein. Ça ne se réduit pas à des catégories, puisque l'unité lexicale, on va le voir, elle a aussi des propriétés grammaticales que n'ont pas les concepts et les catégories. Donc les langues véhiculent, on l'a vu, des structurations conceptuelles différentes. Et ça, c'est un grand problème de la recherche. Hein. Pour certains, il y a quand même des concepts communs à toutes les langues et il y aurait un niveau conceptuel qui permet la compréhension d'une langue à l'autre, hein, finalement, parce que s'il n'y a quand même vraiment aucun concept commun, c'est difficile, par exemple, de traduire. Hein. Bon. Donc il y a sans doute à un niveau assez général des concepts communs entre les langues. Mais ça, encore une fois, il y a des chercheurs qui contestent cette idée et qui considèrent qu'il n'y a que des signifiés, et donc le concept est une fiction philosophique. Produire une unité lexicale, quand je dis cette table, cette chaise, produire une unité lexicale, c'est informer que j'inclus cette entité ou cette catégorie dans une certaine catégorie. Hein. Quand je dis cette chaise est cassée, je mets l'objet que je montre dans la catégorie de chaise. Tout au moins, je montre que je sais que cet objet appartient à cette catégorie. Et parfois, plusieurs catégories sont possibles pour un même référent. Hein. Je veux dire que, voilà, un rocher plat peut être ou prenons un exemple que je reprendrai la prochaine fois, un piano. C'est un instrument de musique pour un musicien, mais c'est un meuble pour un déménageur, par exemple. Donc, un même référent peut être envisagé sous l'angle de plusieurs catégories. Ça a des implications extrêmement importantes en politique, par exemple, hein, quand vous désignez les personnes. Par exemple, aux États-Unis, il est bien connu que les personnes qui sont en prison sont majoritairement des Noirs, mais qui sont aussi les gens les plus pauvres de la population. Donc, c'est-à-dire donc vous avez des personnes qui sont en prison, qui sont noires et qui sont pauvres. Mais c'est pas la même chose de dire qu'il y a plein de pauvres en prison
que de dire il y a plein de Noirs en prison. Vous voyez, les implications politiques ne sont pas du tout les mêmes. Bon, donc, il faut faire très attention à ça. On peut toujours utiliser des catégories différentes pour nommer une seule et même chose. Hein. Donc, le choix des catégories que fait un sujet engage forcément sa perception ou sa compréhension du monde. Donc, comprendre une unité lexicale, c'est comprendre à quel type d'entité renvoie la catégorie, et puis éventuellement à quelle entité singulière, et comprendre pourquoi cette catégorisation a été sélectionnée. Bon, ben ça, on va le revoir quand on va travailler sur la catégorisation. Et donc, les catégories, là, on est dans une perspective totalement cognitive, hein, parce que la catégorisation, c'est un processus cognitif étudié en psychologie cognitive et qui, pour nous, en linguistique, évidemment, est extrêmement important. Donc, on reparlera, il faudra approfondir donc ces notions de catégorisation et de dénomination. Bien. Alors, est-ce que, à ce stade, vous avez des questions? Non, ça va? Bon, eh bien, écoutez, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, puisque nous avons les vacances. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances. Ah, vous aviez une question, pardon, excusez-moi, allez-y. Oui. Les noms? peut avoir un sens lexical tout comme grammatical. Oui. Et ça dépend du contexte. Oui. J'aimerais savoir si c'est possible. C'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise ces noms pour faire la différence. Ah oui. Eh bien, écoutez, c'est l'exemple de bien hein, qu'on a vu tout à l'heure avec la citation de Victory. Le mot bien, selon ses emplois, en fait, ce qui va faire la différence entre un sens plutôt lexical et un sens plutôt grammatical, c'est l'emploi du mot. Hein, et à chaque fois, donc, il faut regarder si le mot est employé plutôt comme un adverbe modificateur d'intensité ou de modalité, et dans ce cas-là, ce sera plutôt grammatical, ou bien comme un nom, un adjectif, où là, on sera plutôt du côté lexical, pour l'exemple de bien. Mais il faut regarder à chaque fois l'emploi. Hein, c'est ça. Voilà, eh bien merci de votre attention et bonnes vacances.